Quelle langue choisir à l'international quand on fait du business? L'anglais, le français ou une autre langue, la langue du pays dans lequel on veut s'implanter? Michel Jean-Baptiste, vous allez nous aider à y voir un petit peu plus clair. Ma première question, elle est toute simple. L'anglais, c'est pas suffisant, mais on ne pourrait pas l'utiliser dans n'importe quel marché? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'anglais, c'est vrai, est la langue des affaires. Donc, c'est souvent la langue sur laquelle qu'on va privilégier en quelque sorte quand on est dans une configuration internationale. Mais pas toujours. Alors déjà, la langue, il y a la langue du contrat, c'est-à-dire la langue qui va être utilisée pour rédiger le contrat, mais on a aussi la langue du pré-contrat, c'est-à-dire de tous ces échanges que l'on fait, les lettres d'intention, et puis la langue de la négociation. Donc l'anglais n'est pas toujours bienvenu, ça dépend en fait du pays que vous visez. Parfois il vaut mieux faire appel, et moi je dis souvent d'ailleurs, faites appel à un interprète ou à des interprètes dans la langue de votre interlocuteur, en essayant d'ailleurs, c'est toujours extrêmement bien vu, de vous essayer au moins en mots de politesse à quelques phrases dans la langue de votre interlocuteur. Prenons un exemple tout simple. Si vous vous êtes dans une logique de contrat, par exemple France-Russie, eh bien, dans toute la phase de négociation, vous allez privilégier les deux langues, France-Russie, et c'est en fait en fonction de votre interlocuteur que vous allez opter à un moment ou à un autre pour la langue anglaise comme langue intermédiaire. Mais c'est pas toujours la meilleure solution. En fait, ça dépend vraiment de vos interlocuteurs. Parfois, les deux interlocuteurs parlent très très mal l'anglais aussi, donc parfois il vaut mieux avoir un interprète dans les deux bonnes langues pour bien se comprendre. Surtout que là, on parle de droit, donc on parle de termes techniques, donc de bien faire attention aussi au choix de son interprète, pour avoir quelqu'un qui connaisse bien à la fois votre domaine d'activité, mais aussi qui connaisse bien les termes juridiques. Vous imaginez déjà les difficultés qu'on a quand on maîtrise sa propre langue sur les termes juridiques. Vous imaginez si vous devez en plus le faire dans une langue étrangère, c'est pas évident. C'est éviter aussi les mauvaises surprises de faire un contrat dans la langue du marché. Oui. Ouais. Moi, ce que je préconise le plus souvent, c'est de travailler sur des contrats réellement bilingues. Alors, effectivement, ça a un coût, c'est pas forcément gratuit tout ça, mais c'est beaucoup plus intéressant. Et en fait, un contrat donc qui va s'organiser. Vous avez votre contrat et vous allez avoir deux colonnes. Sur l'une des colonnes, vous allez avoir le français, par exemple, et sur l'autre colonne, le russe, le japonais, l'arabe, le chinois, je ne sais quoi, l'espagnol, l'italien. Et à un moment donné, dans le contrat, dans les deux versions, il va falloir intégrer une clause qui s'intitule la clause de la langue du contrat. Alors, ça peut paraître bizarre parce qu'on se dit, ben oui, mais c'est dans les deux langues, pourquoi traiter de cette clause-là? C'est en fait une clause extrêmement importante qui dit que s'il y a un contentieux, s'il y a un désaccord entre les parties, eh bien, la langue qui va l'emporter pour l'interprétation du contrat, s'il y a des différences de nuances notamment, eh bien, ce sera la langue française ou la langue russe, par exemple. On va choisir. Est-ce qu'il y a bien un différencier. Pardon. Est-ce que vous avez un exemple sur ça, de se dire, voilà, sur la même chose, on écrit la même chose, mais en russe, va y avoir une interprétation qui peut être différente et justement qui a un impact énorme sur la relation d'affaires entre deux parties. Alors en russe, je saurais pas dire parce que là, je commence tout juste mes cours de russe. D'accord. Donc en dehors de spasiba, privyet, siviet, c'est tout ce que je sais dire. Alors disons, reprenons l'anglais par exemple. Voilà, sur l'anglais. Alors sur l'anglais, c'est plus simple effectivement. Mais en réalité, c'est la même chose pour toutes les langues. C'est-à-dire que c'est pas tant de dire qu'on va utiliser un mot dans une langue qui va avoir un impact différent que le mot utilisé dans l'autre langue. C'est de se dire, est-ce que j'ai vraiment une bonne traduction de fait, puisqu'en fait, on a les mêmes mots, grosso modo. Et de voir aussi comment on va construire le contrat. Le contrat va pas se construire de la même façon. Je dirais plus qu'au-delà de la langue, il y a aussi la partie culturelle. C'est ça. C'est-à-dire la manière avec laquelle on va formaliser le contrat. Pour reprendre la dynamique anglo-saxonne, on va privilégier davantage les définitions. Elles vont prendre une part très très importante dans le contrat. On va travailler les aspects liés à la responsabilité et aux limitations de garantie sur des clauses qui sont des grosses clauses très fortes où on va mettre en gras et en majuscule un certain nombre de clauses, alors que sur les dynamiques plus latines, la France, l'Italie, par exemple, on va travailler différemment. Donc, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, on ne va pas travailler la clause de limitation de garantie de la même façon ou de l'engagement de responsabilité de la même façon. Maintenant, on est sur une configuration internationale, donc on a quand même des codes, entre guillemets, internationaux et des usages. On voit bien que, tous les contrats sont à peu près faits de la même façon, mais c'est plus se dire, attention, là, on va avoir des nuances de traduction. En fait, on anticipe le fait que la traduction peut avoir été
mal faites Mhm. ou faites de manière approximative parce qu'on est sur des termes techniques. Donc c'est plus ça qui est anticipé. Et après, il faut bien distinguer la clause de la langue du contrat de la clause du droit applicable et de la compétence juridictionnelle. C'est pas la même chose. Par exemple, je vais avoir dans ma clause de la langue du contrat, on va dire, s'il y a un contentieux entre nous et si on s'entend pas sur une partie du contrat, eh bien ce sera la langue française, par exemple, ou alors même on peut travailler un contrat On trilingue, peut vraiment changer. France, Ouais. russe avec une version anglaise et que les deux parties se disent s'il y a un problème, la langue de référence ce sera l'anglais. Par exemple, on peut le travailler comme ça. Mais ça, c'est pour dire que l'on va utiliser cette langue-là en priorité. Maintenant, ça ne veut pas dire que le droit applicable sera le droit anglais ou sera le droit français. Mais on peut pas choisir une partie l'anglais, une autre partie le russe, une autre partie l'anglais. À partir du moment où on définit... Non, alors, en théorie, on peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que si dans un contrat, les parties se mettent d'accord et se disent nous, on a envie que sur, je dis n'importe quoi, l'article sur la concurrence, ce soit le français et que l'article sur la propriété intellectuelle, ce soit le russe, en théorie, on peut le faire. Mais jamais personne ne fait ça parce que c'est une usine à gaz. Ouais, exactement, c'est une usine à gaz. Donc, on ne le fait pas de cette façon-là. Mais c'est important aussi de bien se faire accompagner, surtout quand on est dans une dynamique internationale, par de bons professionnels. Et par les professionnels auxquels je pense, les premiers auxquels je pense, ce sont les bons interprètes. Alors, on pourrait se dire qu'on pourrait plutôt conseiller des avocats internationaux, mais la première étape, c'est d'abord de très bons interprètes, parce qu'avant de passer à la phase de la contractualisation et de la formalisation, on est d'abord dans la phase de la négociation. Il faut d'abord se comprendre, il faut d'abord avoir compris les enjeux, ce que les parties veulent les unes par rapport aux autres, et puis une fois qu'on s'est bien compris, après le contrat, ça va de soi. Et puis il y a la culture, encore une fois, donc le délai en fonction des pays, le délai de retour sur un contrat ne sera pas le même. Des délais de 6 mois ou 9 mois sont pas détonnants dans certains pays. Voilà. Si je comprends bien, entrepreneur, si vous voulez aller à l'international, investissez en premier lieu sur des interprètes. Ce sont eux qui vont vous sauver la mise, en tout cas, qui vont vous permettre de comprendre ce qu'il se passe. Merci à vous, Michel Jean-Baptiste. Avec plaisir. Et à bientôt pour une autre chronique sur Widobiz.